La Fresh Morning. Du lundi au vendredi. On vous l'a dit que ce matin, on recevait le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité chargé de la décentralisation et du développement local. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, ça va. Il y a la forme? Oui, ça va. Tu connais le ministre Lambert Noël Mata? Oui, Lambert Noël Mata, qui est le ministre, comme tu l'as précisé, tu es ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, chargé de la décentralisation et du développement durable. Que nous avions que nous avions déjà reçu ici en qualité de secrétaire général du ministère de l'Intérieur en 2016, en prélude à l'élection présidentielle. On s'était entretenu sur des questions liées à l'organisation des élections. La question était de savoir quelles étaient les responsabilités du ministère de l'Intérieur. Et je crois que ce matin, on va y revenir parce que nous faisons également monde de pédagogie pour faire en sorte que les gens comprennent bien le contexte dans lequel on se trouve et surtout que nous sommes en prévision de l'organisation des élections législatives qui sont aujourd'hui une élection suffisamment capitale pour notre pays parce qu'il s'agit pour beaucoup. D'ailleurs, l'actualité aidant, on constate bien que c'est un sujet qui occupe aujourd'hui la presse et on sait que les derniers mois ont été suffisamment assez intéressants dans ce sens où on a vu le gouvernement de la République se retrouver dans une situation où il a fallu la démission du gouvernement pour pouvoir lui assigner une mission principale qui est celle de l'organisation de cette élection législative. Donc, on revient sur ces questions ce matin. Gina, tu connais monsieur le ministre d'État? Oui, je pense que c'est sa deuxième visite à Urban FM. La première fois, c'était en 2016, je pense, et là, c'est la deuxième visite ici, et voilà. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler des élections, l'insécurité et l'insalubrité. Et pour commencer, déjà, vous êtes nouvellement dans le gouvernement. Est-ce que vous avez pris la mesure de l'activité? Je vais d'abord marquer le plaisir qui est le mien en vous retrouvant ce matin pour déviser sur des questions d'intérêt général. Vous savez, il n'y a pas d'examen de concours à passer pour intégrer le gouvernement. Ce sont les prérogatives laissées à la première institution de ce pays, le président de la République, chef de l'État, qui choisit les membres du gouvernement dans les différentes couches sociales de notre pays, dans différentes administrations. Et je pense que lui-même peut expliquer pourquoi j'intègre cette équipe de Carentin dans le troisième gouvernement d'Issosé Ngondé. D'accord. Donc, alors nous, on s'intéresse à l'actualité, on parle des élections législatives. On a vu la Cour constitutionnelle qui a décidé de ne pas reconduire le mandat des députés et dans la presse, dans l'opinion, c'est vrai que le gouvernement en général a assumé l'échec qui avait été annoncé, du moins indiqué par la Cour constitutionnelle de ce gouvernement à organiser des élections législatives, mais beaucoup ont dit que vous êtes en partie responsable, étant donné que ce sont vos services qui ont la charge en amont de l'organisation des élections dans notre pays. Alors, cette émission se veut à la fois informative et pédagogique. Je vais donc m'employer à satisfaire à ces deux exigences. D'entrée de jeu, je dirais que la deuxième législature a commencé en janvier 2012 et qu'elle devait prendre fin en janvier 2017. Alors, l'élection des députés à l'Assemblée nationale a été reportée à 2 reprises. D'abord, la date butoir fixée par la Cour constitutionnelle, c'était juillet 2017. Et en second lieu, le 30 avril 2018. Alors, pourquoi cette élection n'a pas eu lieu, l'élection des députés à l'Assemblée nationale n'a pas eu lieu au terme normal, qui était décembre 2016. Il faut rappeler ici le climat sociopolitique post-électoral. Après l'élection présidentielle d'août 2016, notre pays a connu une situation sociopolitique difficile.
Dans ces conditions, aucun gouvernement sérieux ne pouvait s'engager à organiser l'élection des députés à l'Assemblée nationale en décembre 2016. Et le chef de l'État, qui est le garant des institutions, a jugé que pour ne pas laisser pourrir cette situation, a pensé qu'il fallait réunir les Gabonais autour de ce credo qui est le vivre ensemble, un vivre ensemble harmonieux. Nous pensons donc que c'est cela qui l'a poussé à appeler la classe politique nationale autour de lui, et ça a conduit aux assises politiques d'Angonji, qui se sont tenues donc entre avril et mai 2017. Ces assises ont abouti sur des recommandations. Ces recommandations, pour ne pas demeurer des résolutions ou des vœux purs, ont été traduites en actes normatifs. Donc le gouvernement s'est employé entre juillet 2000, enfin juste après la fin des assises, donc le dialogue politique entre mai et décembre, à traduire en actes normatifs et réglementaires les recommandations issues donc du dialogue politique d'Angonji, qui est le fruit du consensus entre les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition. Un préalable fondamental, c'était la révision de la Constitution, qui est le texte fondamental d'où découlaient les autres textes. Autrement dit, tant que certaines recommandations du dialogue politique qui devaient intégrer cette loi fondamentale n'avaient pas été encore prises en compte et que le Parlement ne s'était pas encore prononcé là-dessus, tous les autres textes qu'on va dire annexes, notamment ceux liés aux élections politiques en République gabonaise, ceux liés à la haute autorité de la communication, ceux liés au Conseil économique, social et environnemental, ces textes ne pouvaient pas être pris. Donc, ces textes ont été transmis au Parlement en décembre 2017. Et il restait 4 mois pour la tenue donc, des élections législatives. Là-dessus, il faut dire que, en ce qui concerne le volet politique, en Ngonji, les acteurs politiques eux-mêmes ont réécrit les règles du jeu. En conservant le ministère de l'Intérieur dans des opérations électorales, mais préélectorales en amont, mais en confiant l'organisation, l'administration et la gestion des élections au Centre gabonais des élections. Il va donc soit mis en place cet organe. Et mandat avait été donné au ministre de l'Intérieur de procéder à la mise en place de cet organe. Les acteurs politiques eux-mêmes, comme je l'ai souvent dit ici, écrivent les règles du jeu auxquelles ils participent eux-mêmes. Alors, quand ils ont retenu Ngonji, ils ont retenu la mise en place d'une commission ad hoc. Celle-là qui devait examiner les candidatures de ceux qui aspiraient à être président de cet organe, donc du CGE. C'est qu'il y a un changement notable par rapport à ce qui se faisait avec la CENAP. Deuxième organe à mettre en place, le collège spécial, constitué toujours des partis politiques, des représentants des partis politiques, à l'effet d'élire le président donc, du CGE. C'est ce que le ministre de l'Intérieur a fait en invitant les partis politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, pour discuter avec eux, pour diviser avec eux, pour leur faire connaître les règles du jeu que le gouvernement avait traduites en actes normatifs, des règles édictées par eux-mêmes et dont le ministre de l'Intérieur était responsable dans la mise en œuvre. Mais, monsieur le ministre d'État, lorsqu'on prend la durée qu'il a fallu prendre pour pouvoir établir toutes ces institutions, on se rend bien compte que le gouvernement ne s'est pas trop aussi empressé, notamment votre département, pour faire en sorte qu'on puisse aboutir à l'organisation des élections en avril. Je ne pense pas que le gouvernement soit resté les bras croisés. Il y a un rituel, on m'a dit, une procédure. Lorsque les textes sont écrits, sont examinés par le conseil interministériel, chaque membre du gouvernement se décide, prend connaissance des textes et fait des amendements. Ces textes sont envoyés au conseil des ministres, au conseil d'État et transmis
au Parlement, qui à l'époque avait 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous ne pensons donc pas que le gouvernement n'ait rien fait ou se soit employé à retarder les échéances électorales. Du moins, Monsieur le ministre d'État, du moins quand on regarde un tout petit peu le retard pris pour pouvoir mettre en place le CGE, on se dit quand même que la convocation que vous avez eu à adresser, du moins la demande que vous avez eu à adresser aux partis politiques pour pouvoir proposer leurs membres, elle est venue tardivement pour un certain nombre d'observateurs, parce qu'on remarque que de la révision en janvier à votre requête à l'endroit des partis politiques, il s'est écoulé pratiquement 2-3 mois. Écoutez, il a fallu d'abord que les ordonnances soient prises. J'ai évoqué la question sur la loi fondamentale et les correspondances qui ont été adressées aux partis politiques. Ce que nous voulons, nous recherchons, gouvernement, donc majorité, opposition, c'est de parvenir à l'organisation d'élections qui ne souffrent d'aucune contestation. Donc, obtenir l'adhésion des acteurs politiques. Préparer cette élection pour faire en sorte que celle-ci se déroule dans la transparence et que cette élection soit juste et qu'elle soit apaisée. Nous pensons donc que le gouvernement a fait sa part de travail, a mis en place le CGE, ou la commission électorale en fonction de la dénomination qui sera retenue, puisque lorsque le texte est passé devant la seconde chambre des députés, ils ont jugé restrictif le terme de centre, ils ont préféré commission gabonaise d'élection, mais ça c'est notre paire de manches, on verra si les sénateurs vont retenir cette dénomination. Donc, écrire aux partis politiques. Je ne voudrais pas ici m'appesantir sur l'opposition plurielle. Un certain nombre de partis politiques de l'opposition ont répondu à l'appel du président de la République pour prendre part au dialogue politique d'Angonji. Certains partis politiques de l'opposition, c'est leur droit, n'y ont pas pris part, ils ont refusé. Il se trouve que lorsque des résolutions de recommandations sont traduites en actes normatifs, ils s'adressent désormais à tout le monde, sur le portée générale. Que ceux qui ont pris part au dialogue ou ceux qui n'ont pas pris part au dialogue, ces résolutions s'appliquent désormais à tout le monde. Donc, il s'est trouvé que cette opposition plurielle a répondu au ministre de l'Intérieur. Donc, le ministre de l'Intérieur n'a pas reçu une liste consensuelle, aussi bien en ce qui concerne la commission ad hoc que le collège spécial. J'ai lu dans la presse que le ministre de l'Intérieur s'était comporté de manière autoritaire et avait imposé des noms. Mais monsieur le ministre, est-ce que ce ne fut pas le cas dans la mesure où vous avez été amené à choisir les membres de l'opposition? Est-ce que ces noms ont été transmis par le ministre de l'Intérieur à lui-même? Est-ce que c'était de votre devoir sur le plan des textes de pouvoir choisir ces personnes malgré le fait qu'ils aient été proposés? Est-ce que ces personnes n'appartiennent pas à l'opposition? Est-ce que c'est la question, la norme, si on reste dans la norme, est-ce que vous aviez, vous, le droit de pouvoir choisir ces personnes pour qu'ils puissent intégrer les collèges? Le ministre de l'Intérieur a procédé par étapes. Il a saisi l'ensemble des responsables des partis politiques, aussi bien de l'opposition que de la majorité. Il a reçu une liste consensuelle de la part de la majorité. Il a reçu plusieurs listes, 4 des partis politiques de l'opposition. Le ministre de l'Intérieur a réuni ses responsables des partis politiques de l'opposition. Et le ministre leur a demandé de se retrouver à nouveau pour lui transmettre une liste consensuelle. Ce qui n'a pas été fait, le ministre de l'Intérieur s'est retrouvé encore avec plusieurs listes. Il a donc proposé aux partis politiques de l'opposition des quotas. Donc, 41 partis politiques qui s'étaient retrouvés, il leur a suggéré, en ce qui concerne la commission ad hoc, qu'ils aient 3 représentants et que les autres aient un représentant, ce qui a été fait. Pour ce qui est du collège spécial, composé de 5 membres, le ministre a proposé que la majorité regroupée autour des 41, constituée des 41 partis politiques, ait 4 membres et que les autres
ait un représentant. Ce qui a été accepté et ce qui a été fait. Mais le public n'avait pas compris pourquoi le président de la conférence des présidents des 41 de l'époque, David Bandinga, qui est désormais au gouvernement, avait remis en cause. Le plus important pour le ministre de l'Intérieur, c'est que ces structures, ces organes aient été constitués et que ces organes aient librement choisi le président du Centre gabonais des élections. Le Centre gabonais des élections est mis en place. Il y a eu prestation de serment devant la Cour constitutionnelle. Qu'en est-il aujourd'hui par rapport à l'entrée en activité réelle de cette institution? Alors, je disais qu'en Ngondje, les acteurs politiques ont à nouveau réaménagé les missions, aussi bien de l'administration que celle du Centre gabonais des élections. La nouveauté, c'est quoi? C'est que le CGE va s'occuper du processus des opérations électorales proprement dites, sans qu'il y ait intrusion ou participation de l'administration. Alors, c'est quoi ces opérations? C'est quoi ces missions? C'est d'abord l'élaboration du calendrier électoral avec, premièrement, l'appel à candidature, l'examen des candidatures, la publication des candidatures. En second lieu, la détermination de la date de la propagande électorale, autrement de la campagne électorale, pour permettre aux compétiteurs, n'est-ce pas, de faire état de leur programme auprès des populations, ainsi de suite, et la date du scrutin, qui est du ressort du CGE, et l'organisation des opérations de vote. Vous et nous serons convoqués pour aller aux urnes à la date qui sera indiquée par le CGE. Monsieur le ministre, vous n'avez pas parlé de la révision de la liste électorale. J'en arrive. Je suis aux missions du CGE. Et l'annonce des résultats par le CGE. Permettez que je m'appesantisse un peu sur ce dernier volet. Bon an, mal an, à l'issue de chaque scrutin où les résultats étaient communiqués, annoncés par le ministre de l'Intérieur et des membres locaux du ministère de l'Intérieur, donc les gouverneurs, les préfets, sous-préfets et maires, on a toujours accusé ceux-là dont leur rôle était simplement de lire des résultats qui étaient collectionnés, recensés, vérifiés par la CENAP, accusés de ne pas diffuser, de ne pas énoncer les chiffres issus réellement des opérations électorales. Donc, comme une ancienne, à l'issue de chaque scrutin, on a toujours entendu cette récrimination, notamment de la part de ceux-là qui n'étaient pas vainqueurs. Les acteurs politiques eux-mêmes ont pensé qu'il fallait confier désormais cette tâche au CGE et à ses démembrements locaux. Donc l'annonce des résultats. Pour avoir été à Ngondje et dans une commission qui a traité de ce volet des élections politiques, parce que lorsque ces assises sont ouvertes, le ministre de l'Intérieur n'a pas été convié. Donc le chef de l'État avait pensé que sa présence pouvait donner lieu à quelques supputations, être juge et parti. Mais on s'est rendu compte que celui qui, au sein du gouvernement, porte la mission élection devrait s'imprégner de l'esprit et de la lettre des assises. C'est pour ça que le chef de l'État m'a à nouveau donc permis d'aller assister à prendre part à ces assises. Et à ces assises, en tant qu'organisateur, en tant que ministère qui porte donc cette mission qui est l'élection, nous sommes employés à évoquer un certain nombre d'aspects de questions avec les acteurs politiques. Premièrement, est-ce que la liste électorale du Gabon n'est pas fiable? La réponse a été non, elle est fiable. Elle est fiable. Elle est fiable. Monsieur le ministre, elle est fiable. Je vais y arriver. Est-ce que les urnes n'étaient pas transparentes? Ils étaient transparents. Est-ce qu'il a manqué du matériel électoral, des cachets dateurs, l'encre indélébile, cachets à voter?
ressources matérielles. Tout le monde s'accorde à reconnaître que l'élection présidentielle d'août 2016 a été organisée dans les règles de l'art. Alors, qu'est-ce qui a posé problème? C'est la contestation des résultats par une frange de la classe politique gabonaise. Voici le nœud du problème. Que faut-il faire pour éviter que les gens ne se rejettent la balle? C'est d'arriver à sécuriser les résultats qui sont issus des bureaux de vote. Que ces résultats soient ceux qui soient annoncés par le ministère de l'Intérieur, c'est des membres locaux ou désormais le CGE, et proclamés in fine par la Cour constitutionnelle. Les acteurs politiques ont pensé eux-mêmes confier donc la responsabilité de cette mission, de cette tâche à eux-mêmes, donc au CGE. Nous pensons donc, je l'ai dit ici il y a près d'un an et demi, que ceux-là qui eux-mêmes fixent les règles du jeu doivent accepter que ce jeu se déroule conformément aux règles fixées par eux-mêmes. On pense donc qu'avec l'attribution de cette mission au CGE, prendront fin les récriminations sur l'exactitude, sur la sincérité des résultats. Monsieur le mais je dois dire, peut-être pour terminer avec ce volet, que le ministère de l'Intérieur, dans cette tâche, qu'est-ce qu'on demande au ministre de l'Intérieur? Qu'est-ce qu'on demandait au ministre de l'Intérieur? Qu'est-ce qu'on demandait au préfet, au gouverneur? C'est de savoir lire. Parce que le document sur lequel sont transcrits les résultats est un document estampillé CENAP. Les opérations de vote sont effectuées par la CENAP, ou l'été. Les réunions plénières sont organisées par la CENAP et les commissaires appartenant à cette structure. Quel sera désormais le processus de sécurisation des résultats pour le CGE, monsieur le ministre? Les procès-verbaux sont élaborés par eux-mêmes et on invitait le ministre de l'Intérieur simplement à venir les lire. Quel sera désormais le processus de sécurisation de ces résultats pour le CGE? Alors, il faut savoir que le code électoral gabonais, qui est un code électoral avant-gardiste, fait en sorte que les opérations de vote se déroulent dans la plus grande transparence. Les résultats, le dépouillement des votes se fait publiquement. Ils sont transcrits sur un tableau. Dans les bureaux de vote, il y a non seulement les représentants de chaque camp politique, les scrutateurs, mais il y a également les représentants de candidats. Autrement dit, si vous êtes candidat et que vous êtes dans une circonscription électorale qui compte 20 bureaux de vote, vous aurez 20 représentants, un par bureau de vote. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous qui êtes candidat, vous avez les résultats de l'élection vous concernant et vos adversaires avant même que l'organe qui est chargé de les collecter, de faire la sommation et de les transcrire sur un procès-verbal ne puisse le faire. Je ne sais pas s'il y a une meilleure transparence que celle. Bien. Alors, aujourd'hui, on parle d'affaires... Non, mais moi, j'avais une question à poser à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, maintenant, dans le cas où le CGE n'arrive pas à organiser les élections en temps voulu, qui va incomber la responsabilité de ce désagrément? Alors, la Cour constitutionnelle peut encore s'en prendre au gouvernement? Alors, il y a deux phases dans la préparation et la tenue des élections. Il y a une phase, on va dire, préélectorale, dont le maître d'œuvre est le ministère de l'Intérieur. À travers la révision de la liste électorale qui amène à la confection de la liste électorale. D'accord. Sans liste électorale, pas d'élection dans n'importe quel pays du monde. Donc, la liste électorale est le socle d'une élection. Et cette mission est du ressort du ministère de l'Intérieur. Nous verrons les détails tout à l'heure. D'accord. Seconde grande mission de l'administration, c'est la commande du matériel électoral qui est composé des urnes, des isoloirs
et de tous les autres éléments que j'ai cités tout à l'heure, à savoir les cachets à voter, les cachets d'acteurs, l'encre indélébile, les isoloirs également. Et cette année, nous allons réintroduire les tablettes parce que l'élection des députés à l'Assemblée nationale a ceci de particulier, c'est qu'il y a un grand nombre de candidats. Il peut arriver que dans une section électorale, il y a une dizaine de candidats, une quinzaine. Il faut donc donner la possibilité aux citoyens de pouvoir étaler tous les bulletins sur une tablette, dans l'isoloir bien sûr, et de choisir dans des conditions de sécurité et d'aisance optimales le bulletin du candidat qui est le sien et faire cette opération sans qu'il puisse se tromper. Donc il va y avoir des tablettes. Des tablettes en bois, les petites tables. Nous verrons le matériel un peu plus tard. Donc, voilà. Donc à quand la révision de la liste électorale? Je vais en arriver. Donc, mais les deux organes, aussi bien l'administration que le ministère de l'Intérieur que le CGE, sont liés. Donc, les missions de l'un des organes, de deux entités, déterminent celle de l'autre. Oui. S'il n'y a pas de liste électorale, le président du CGE, à qui incombe la date, la détermination de la date de l'élection, ne peut pas communiquer celle-ci. Monsieur le ministre d'État. On arrive, où en est-on avec la révision? D'accord, monsieur le ministre. Pouvons-nous continuer parce C'est que là où je on va voulais en rester venir. dans la politique Parce que là. Et il y a des choses qui sont... Parce qu'on sait que vous avez eu une réunion tripartite avec la Cour constitutionnelle et le CGE récemment. Est-ce qu'il y a désormais une date qui a été indiquée pour l'organisation des élections législatives? À quand l'appel à candidature? À quand l'annonce de la révision de la liste électorale? Mais là, le ministre d'État avait déjà expliqué ça. Là, on est maintenant ce qui est n'est compétent que pour les missions qui sont les siennes. Donc la révision de la liste. Et j'en arrive. D'accord. La révision de la liste électorale est précédée par un certain nombre d'actions, d'activités qui ne sont pas souvent connues du grand public. À savoir l'état du matériel, parce que depuis 2013, notre pays a choisi l'élaboration de la liste électorale, donc l'introduction de la biométrie, qui est cet ensemble de techniques qui permettent de déterminer de manière irréfutable l'identité d'un électeur, d'un citoyen, à travers ses caractéristiques propres que sont les empreintes digitales. Nous avons choisi les empreintes digitales et la photo. Alors, tout à l'heure, je disais que la liste électorale gabonaise est une liste électorale fiable parce qu'elle est conçue à travers ce mécanisme que j'ai déjà décrit à plusieurs reprises, qui est la biométrie. Donc, sont recueillis pendant l'enrôlement, ce qu'on appelle l'enrôlement, c'est la révision, donc l'inscription, les données liées à l'état civil du citoyen, nom, prénom, date de naissance, père, mère, profession, et les empreintes qui sont recueillies, ainsi que la photo. Toutes ces données prises sur chacun de nous, ou recueillies sur chacun de nous, sont stockées dans une base de données. Gérée par le ministère de l'Intérieur ou un organe extérieur? Le ministère de l'Intérieur. Et pendant le traitement, les données de chaque citoyen sont comparées à celles des autres, pour permettre de déterminer qu'il s'agit bien d'un électeur que pas d'un autre. Donc, la liste électorale, à ce jour, comporte 618 000 électeurs. Sur le plan national. Sur le plan national. Donc, le processus, c'est un électeur est comparé aux 617 999 autres. Les autres, même si vous inscrivez plusieurs fois, par le biais de cette technologie, de cette technique, on vous retrouve facilement, on sait où vous êtes inscrit et on ne retient que la première inscription. Donc, je répète que la liste électorale du Gabon est une liste électorale fiable et je défie quiconque de me démontrer le contraire. Mais monsieur le ministre, depuis les derniers enrôlements, il y a les gens qui ont eu 18 ans, donc qui sont rentrés en âge de voter. Donc maintenant, il faut revoir la liste électorale pour les faire rentrer dans le processus électoral. À quand la révision pour les législatives à venir? Alors, je parlais d'un certain nombre d'activités qui sont faites en amont. Donc, l'état des lieux du matériel, celui-ci ne pose aucun problème. La formation
des formateurs à commencer, parce qu'il s'agit ici du maniement d'un certain type d'appareil. On a déjà, on va dire, une base de données importante en ce qui concerne les agents enrôleurs, mais il va falloir les remettre au goût du jour. Donc, la révision, je l'ai dit, va commencer dans moins de 15 jours. Dans moins de 15 jours. D'accord, très bien. Mais, parce que dans cette révision, en Gondier, les acteurs politiques ont décidé, entre autres, de l'accroissement du nombre de sièges de députés. On va y arriver, monsieur le ministre. On n'y arrivera pas du tout parce que tu vas prendre tout le temps là. Parce que il va falloir réaménager le logiciel pour prendre en compte les sièges supplémentaires. Monsieur le ministre, il y a une question qui se pose souvent chez les populations. On ne comprend pas pourquoi il faut toujours attendre l'année électorale pour procéder à la révision alors qu'il y a une direction des élections qui est là. Pourquoi on ne réviserait pas la liste peut-être sur 2 ans ou sur 3 ans, au lieu d'attendre uniquement au moment où l'année électorale en est. Et en plus, elle bénéficie d'une technologie d'appoint maintenant. Alors, des réflexions sont menées au sein du département du ministère de l'Intérieur. Le postulat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous avons une liste électorale fiable. Fiable. Donc, cette liste s'enrichit des nouveaux électeurs, donc des Gabonais et des Gabonais qui ne se sont jamais inscrits, mais qui ont l'âge, la maturité électorale qui est 18 ans. Cette liste fait également l'objet de traitements pour extraire les décédés. Et cette liste subit des modifications dans le déplacement sur le plan territorial spatial des électeurs qui changent de lieu ou de centre de vote. C'est ça le principe de la révision. Premièrement, tenir compte des nouveaux électeurs, donc ceux qui ont 18 ans. Et je réponds ici à une des questions. D'accord, monsieur le ministre. Permettre d'extraire la liste les décédés, mais évidemment sur présentation d'un certificat de décès ou alors sur le témoignage de 2 personnes, parce que là aussi il n'est pas question de venir dire que tel est décédé alors que cette personne est bien vivante. Et enfin, et c'est ça qui va constituer une innovation cette année, la loi disposait que quand vous voulez changer de lieu de vote, de résidence, par convenance personnelle, vous devez d'abord aller vous faire radier là où vous êtes inscrit, pour vous faire inscrire à nouveau là où vous voulez aller voter. Alors cette année, mes services et moi-même avons pensé que la liste électorale étant biométrique, un citoyen qui est déjà inscrit, on n'a plus besoin de relever à nouveau par le biais de la biométrie les données liées à l'état civil, ses empreintes et sa photo. Il a donc été conçu un formulaire, un imprimé, qui va être mis à la disposition des électeurs et qui vise 2 objectifs. Premièrement, les réclamations. Si vous estimez que votre nom a été mal transcrit, vous pouvez procéder à une correction. Deuxièmement, permettre de faire à la fois la radiation et l'inscription sans que cela donne lieu à une opération spécifique. Donc, et cela permet également d'éviter un déplacement massif. Nous pensons que l'élection qui arrive étant l'élection de Patia Chica, donc chacun veut aller dans son fief politique, dans sa province d'origine, et d'avoir un déplacement massif des électeurs des villes vers l'Interland. Donc, on veut éviter cela, on veut éviter les accidents, et ainsi de suite. Donc, les citoyens ne se déplaceront plus que pour aller accomplir leur devoir civique. Donc, il va être mis à la disposition des électeurs, des imprimés, pour leur permettre à la fois d'indiquer là où ils sont inscrits aujourd'hui et là où ils veulent s'inscrire. Mais nous verrons cela au fur et à mesure que nous approcherons la date. Monsieur le ministre d'État, le redécoupage électoral cause problème au sein de la population parce qu'il y a une province qui s'est énormément à bénéficier de plus de sièges, notamment le Haut-Ogooué, et les gens se posent la question de savoir quels sont les critères et qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir du moins établir un siège électoral. Alors, si vous regardez l'ancien découpage, la différence, pour parler de ce cas, entre l'Estuaire et le Haut-Ogooué est très minime. Aujourd'hui, cet écart s'est accru, l'Estuaire 26 sièges et le Haut-Ogooué 23 sièges. Il se trouve que les sièges sont assis principalement sur le critère de territorialité. Le Haut-Ogooué
compte plus de départements que d'autres provinces. Premier élément. Est-ce le cas démographiquement? J'en arrive. Ah donc, les critères qui sont choisis sont à la fois les critères de démographie et les critères spatiaux. J'ai l'occasion de dire également que un découpage obéit également à des considérations, à des critères politiques. Un de mes lointains prédécesseurs, mais pas au Gabon, en Hexagone, pour ne pas le citer, Charles Pasqua, disait qu'un découpage est avant tout politique. Ce n'est pas moi qui ai décidé à Ngonje de procéder à l'augmentation du nombre de sièges des députés. J'ai l'occasion de répondre à cette question lorsque j'ai été interrogé par les parlementaires, donc les députés et les sénateurs, eux-mêmes qui ont pris part, pour certains, aux assises Tangonje. Et je répète que lorsqu'on fait l'arithmétique, on voit bien que l'écart s'est creusé entre la province de l'Estuaire et la province du Haut-Togo. Mais monsieur le ministre d'État, lorsqu'on crée un nouveau siège dans le département de la Zadie et qu'au département du Wole, par exemple, où techniquement, sur le plan démographique et peut-être même territorial, on a envie qu'il y ait un 6e ou un 7e siège, on se rend compte qu'il y a une injustice électorale. Il y a aussi un autre auditeur qui envoie la question pour dire que la préfecture du Comont-Océan couvre un département. Il y a des pondérations qui ont été faites. Vous citez cet exemple, mais moi je citerai un autre. Par exemple, longtemps, la ville de Port-Gentil a été pourvue de 4 sièges de députés, à savoir un par arrondissement. Ok. Mm-hmm. Donc personne n'a trouvé à redire. Mais ça, c'est le découpage électoral. Et donc, fort de cela, il a été décidé, en prenant exemple sur Port-Gentil, que les arrondissements deviennent des sièges à part entière. Il y a donc des localités où cela a été respecté de manière stricto sensu, et d'autres localités où le siège électoral, qui n'est pas foncièrement et qui ne s'assoit pas foncièrement parfois sous le découpage administratif, il y a donc des sièges qui englobent, qui intègrent en eux une partie du département comme une partie de la commune. Mm-hmm. Et les exemples sont légion. Je vais parler de Tibanga, de Mwanda et plusieurs autres centres urbains également. Monsieur le ministre d'État, on va passer aux questions de sécurité. Insalubrité. On va d'abord passer à la sécurité. L'insalubrité, on va venir. Parce qu'on a remarqué qu'il y a moins en moins de policiers dans la ville. La police serait-elle en sous-effectif? Alors, nous passons d'une question passionnante et passionnelle qui n'intéresse peut-être pas l'ensemble des Gabonais puisque tout le monde n'est pas électeur. C'est clair. À une question qui intéresse l'ensemble de nos compatriotes, électeurs ou pas, et qui intéresse également ceux qui vivent sur notre territoire national. Les missions de la police, c'est la protection des personnes et des biens. C'est le rétablissement ou le maintien de l'ordre public. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas d'élection sans sécurité. On ne pense donc pas, même si ce gouvernement, on le dit, a comme chantier numéro 1 l'organisation de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, mais il y a des missions régaliennes, il y a des missions fondamentales pour lesquelles ce gouvernement s'emploie également à réaliser et à observer. C'est donc la sécurité. Je ne viendrai pas sur les ratios, c'est des questions assez techniques et pointues. Il n'y a pas une démission de ceux-là qui ont la charge de cette mission. Il n'y a pas un désintérêt de ceux-là qui ont la charge de cette mission. Comment il y a que ce qui est visible, c'est lorsque on décrit l'action. Voilà. Mais lorsque l'action est positive, lorsque la police arrête, lorsqu'un train arrive à l'heure, personne n'en parle. Mais peut-être qu'il y a un défaut de communication. Monsieur le ministre d'État, c'est ça. L'insécurité grandissante, monsieur le ministre, pose problème. À l'heure, on en parle ici particulièrement. Mais il faut reconnaître aussi qu'à Libreville, il y a un pic de l'insécurité, où même dans leur maison,
devant les établissements scolaires, les Gabonais ne se sentent plus forcément en sécurité. Pas un jour ne passe sans qu'il y ait quelqu'un dans Libreville qui se fasse poignarder ou qui se fasse arracher ses affaires. On a en souvenir la dame qui a fait un accident dans les Akébé parce qu'on a volé son sac et qu'elle a perdu le contrôle de son véhicule. C'est des faits qui sont devenus courants aujourd'hui. On a même déjà des vidéos sur les réseaux sociaux des gens qui se poignardent à la bouteille cassée. Le ministre en charge de ce volet ne fera pas dans la langue de bois. Dites-nous, monsieur le ministre. Alors, on ne peut pas poster un policier derrière chaque Gabonais ou chaque résident au Gabon. Il y a des canaux. Il y a chaque jour qui passe, aussi bien au Gabon qu'à l'étranger, je ne veux pas justifier cela, dans toutes les villes du monde, des phénomènes liés au vol à la tire, assassinat, meurtre, viol, nuisances sonores, et j'en passe. Pour tout ceci, le gouvernement, à travers mon département, à travers la police, a donc des réponses. Rôle de prévention, rôle de protection, rôle d'assistance. Et il faut également s'adapter à son temps. Ce que l'homme ne peut pas faire tout seul, il a recours à des moyens technologiques. Mais monsieur le ministre, il y avait eu la mise en place des caméras de surveillance dans Libreville. Qu'en est-il aujourd'hui? J'en arrive. Installer les caméras est une chose, mais le faire dans les règles de l'art en est une autre. Nous le verrons peut-être tout à l'heure avec l'insalubrité. Souvent, l'urgence nous pousse à poser un certain nombre d'actes. On a procédé à l'installation des caméras et tout le monde voyait que les fils pendaient, et ainsi de suite. Mais non. Ces choses doivent être faites par des professionnels. Et ces caméras doivent être reliées à un centre de contrôle qui permet donc à la police, à la gendarmerie, de pouvoir intervenir de manière efficace à travers donc les images, à travers la localisation. Un gain pour ceux-là qui interviennent, qui doivent interpeller parce que à travers donc les caméras, à travers ce poste de contrôle, on a la localisation dessus. Et comme je l'ai dit, il y a, vous l'observez, les commissariats. Il y a la sécurité sur la voie publique. Il y a un certain nombre d'unités, notamment la BAC ou la BERI. Monsieur le ministre, la sécurité sur la voie publique. Chaque jour, il y a un véhicule dont on casse la vitre au Gabon. À Libreville, c'est devenu courant. C'est devenu un fait banal. Il n'y a plus de sécurité. Les policiers sont dans des carrefours, monsieur le ministre. Mes chères madame. Et les populations ont l'impression qu'ils ne sont là que pour les taximens. Mais pour regretter, dites-le. C'est ça. Non, dites-le. Non. Et vous saviez qu'il y avait eu une grève des transporteurs urbains qui justement mettait en avant le fait que chaque jour, ils ont cette situation avec les policiers qui rendent leur tâche très difficile. Donc ils avaient eu toute une journée où ils n'avaient pas travaillé. Vous vous en souvenez, monsieur le ministre, c'est un fait. Chère madame, vouliez-vous que je prenne un exemple contraire? Non, imaginez 24 heures dans un pays du monde sans police. Les conséquences seraient incommensurables. Mais monsieur le ministre, à quoi servirait d'avoir une présence policière qui ne permet pas de juguler l'insécurité, notamment la délinquance juvénile qui est de plus en plus importante dans notre pays? Je reviens sur ce que j'ai dit au début, donc, lorsque nous abordions ce sujet important et passionnante, que le gouvernement, à travers le département de l'Intérieur et de la Défense nationale, font tout pour rendre la vie plus agréable à nos compatriotes et à ceux qui ont choisi le Gabon comme terre d'accueil. Nous reconnaissons qu'il y a quelques insuffisances liées pas foncièrement aux hommes, mais liées aussi aux moyens matériels et logistiques. Aujourd'hui, mon collègue de la Défense et moi sommes en train de préparer un certain nombre de choses qui seront soumises très rapidement au gouvernement, et on ne peut plus évoluer dans les centres urbains sans avoir recours à la vidéosurveillance.
Il faut également éviter de militariser le pays comme si on était en état d'urgence, parce que les mêmes populations seraient les premières à dire qu'on ne peut pas faire un pas sans qu'il y ait un gendarme, sans qu'il y ait un policier. Au moins des patrouilles, monsieur le ministre. On a eu la sécurité mobile, elle a disparu. On est parti à la police de proximité, elle aussi elle a disparu. J'avais une question. On s'est employé à un renforcement donc, des effectifs de la police. Le renforcement ne suffit pas. Il faut donc la formation. Ah oui. Il faut donc la formation. Depuis quelques années, nous avons très peu d'écoles de formation. Et que les formations qui sont faites le sont, je ne dis pas la hâte, mais assez rapidement. Donc, mon collègue de la Défense et moi-même, nous sommes en train de mutualiser les moyens pour ouvrir à nouveau un certain nombre pour que ceux-là qui sont en exercice aujourd'hui puissent, dans le renforcement des capacités, repartir donc dans ces centres de formation pour le bonheur donc, de nos populations. Les troupes, les patrouilles pédestres. Le nouveau commandant en chef de la Défense de police nationale a été instruit à cet effet. Et dans les jours qui viennent, les Gabonais verront un peu plus de policiers. Pas seulement de jour, mais également de nuit. Il y a des opérations coup de poing, il y a l'îlotage, en ce qui concerne des points chauds, les quartiers chauds. Il y a aussi que l'absence de mobilier urbain, donc d'éclairage, fait le lit également à l'insécurité. Je pense et dans les mesures urgentes qui ont été prises par le chef de l'État en décembre 2017, il y a le problème des lampadaires qui est en train de se résoudre et que la priorité est réservée aux zones sous-intégrées, aux zones chaudes. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui concourent, qui contribuent à l'apaisement, qui contribuent à la sécurité. Il n'y a pas que le policier. Il y a, je ne voulais pas passer là-dessus ou accuser la route, il y a également le fait que les engorgements, les nids de poules, tout ceci dans le ralentissement facilite la tâche à ces braqueurs, entre guillemets, ou à ceux-là qui procèdent à la ville. Donc c'est un nombre d'éléments. Monsieur le ministre, ils appellent ça open tire. Et donc j'insiste sur la vidéosurveillance. Je ne voudrais pas dévoiler ici quels sont les plans que mon collègue et moi avions déjà mis en place pour faire en sorte que la ville et le territoire national soient sécurisés. Monsieur le ministre, une dernière question en ce qui concerne la sécurité. Le problème de la carte d'identité nationale, c'est toujours aussi long. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus le passeport, qui n'a qu'une longévité de 4 ans, que de la carte d'identité. Plus facile à voler aussi, plus compliqué à faire. Plus facile à voler. Comment vous comptez essayer de régler la question de la carte d'identité? On ne peut pas comprendre la carte d'identité si on ne se réfère pas à la mise en place d'IBOGA, identité biométrique officielle du Gabon. Aujourd'hui, la liste électorale n'est qu'un pan de ce qui devrait être fait et qui doit être fait par le projet IBOGA. Le projet IBOGA a comme élément central la constitution d'un fichier d'état civil biométrique. Et la liste électorale ne devait être qu'un pan de ce fichier électoral, de ce fichier d'état civil, une extraction, puisque la liste électorale, c'est à partir de 18 ans. Donc le gouvernement, en 2012, en 2013, sous les hautes instructions, très hautes instructions du chef d'État, a mis en place le projet IBOGA, qui devait s'occuper donc de l'état civil, de la liste électorale et des titres sécurisés, dont le passeport, la carte nationale d'identité, les permis de conduire et même les cartes professionnelles. Donc, il s'est trouvé que les politiques, voulant aller très vite, ont privilégié la liste électorale. Et pour cause. Aujourd'hui, avec les contingences d'ordre financier, ce projet bat un peu de l'aile. Et nous sommes en but également à un autre volet, c'est celui donc, de l'opérateur qui nous assistait dans l'élaboration de la carte d'identité, à savoir Semlex. Et nous sommes rendus compte qu'en réalité, ces cartes d'identité n'offraient pas de garantie de sécurité.
sécurité. Donc les cas d'identité qui sont en circulation en ce moment ne sont pas sécurisés. Moins de sécurité que ce qui avait été dit par l'opérateur. Par l'opérateur. Et aujourd'hui, plus de la réflexion, nous avons décidé de confier ce volet à une des administrations sous ma responsabilité, qui a aujourd'hui la responsabilité de la confection du passeport. Le passeport gabonais est conçu un peu comme est conçue la liste électorale. Donc, un document fiable. Tout à fait. Donc, ne soyez pas surpris que dans les jours qui arrivent, la carte d'identité soit faite par le service de la DGDI. Ce sera certainement un soulagement pour les populations. Monsieur le ministre, moi je voulais revenir sur cette question de vivre dans une ville agréable et paisible, et je veux revenir sur la question des nuisances sonores. Il n'y a pas très longtemps, la préfecture de police de Libreville a fait un communiqué concernant les jeunes présents dans les débits de boissons et tout. C'était très bien parce qu'ils ont indexé la responsabilité des tenanciers et des parents. Mais aujourd'hui, monsieur le ministre, qu'en est-il de la responsabilité des forces de l'ordre? Donc premièrement, le respect des heures d'ouverture des bars, parce que plus personne ne le respecte, c'est un secret de polichinelle. Deuxièmement, le respect des décibels dans les espaces de vente des boissons alcoolisées, avec le développement aujourd'hui de ce qu'on a appelé les KNAP-GS, où on vend de l'alcool à toutes les heures, à des prix très faibles. Du coup, ça a augmenté la consommation alcoolisée ou alcoolique des Gabonais, même quand ils n'ont pas la majorité. Et troisièmement, qu'en est-il de l'implantation des bars à côté des établissements scolaires, quand on sait que ça augmente la consommation des boissons alcoolisées par les jeunes, et donc ça a aussi un impact sur l'insécurité dans la ville? Alors, vous évoquez des questions transversales qui impliquent un certain nombre de départements ministériels, un certain nombre d'administrations. En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, j'irai un peu plus loin. Là, vous avez évoqué uniquement les décibels, mais il y a aussi les églises dites de réveil. Comme le disait quelqu'un dans ce pays, Dieu n'est pas sourd. Faire en sorte que, à longueur de journée, les décibels J'en ai 6 autour de mon domicile. Soient déployés. Il y a une réglementation qui existe. Et mes services s'emploient à faire en sorte que ces règles qui sont édictées soient respectées. Respectées d'abord par les tenanciers de ces différentes échoppes ou de ces bars. Également par ceux-là qui fréquentent ces lieux. Parce que la loi s'applique et s'adresse à tout le monde. Dans le cas d'espèce, les forces de police nationale viennent en répression. Il y a aussi que nous faisons la prévention. Et je suis heureux que vous ayez souligné ce communiqué, mais il y en a comme ça, des dizaines. Et un de vos confrères évoquait la descente de police effectuée par le préfet de police. Là aussi, c'est un train qui arrive à l'heure, mais dont personne ne se rend compte. Question transversale, réflexion également transversale, parce que impliquant un certain nombre donc, de départements ministériels. Il n'y a pas une démission de l'État, il n'y a pas une démission de force de police nationale à faire respecter la loi. Et monsieur le ministre, le numéro d'alerte aux nuisances sonores a disparu. Il n'y a plus de contact. Comment on prévient lorsqu'on est dépassé comme Mosley avec 6 églises autour de chez lui? Non, je ne pense pas que le fait qu'il y ait quelques désagréments sur ce numéro vert empêche les citoyens que nous sommes d'aller vers les forces de police nationales. Il y a un commissariat quasiment dans chaque arrondissement à Libreville. Le commissariat du premier est très loin de chez moi. Les policiers évoquent souvent également dans l'ensemble du territoire national. Il n'y a pas que Libreville qui est frappé par ce phénomène, par ces fléaux. Monsieur le ministre, il va nous rester exactement 2 minutes à passer ensemble. Est-ce qu'on aura l'occasion d'évoquer la question de l'insalubrité? Ou bien vous voulez qu'on fasse un autre rendez-vous? Non, il faut qu'on en parle parce que c'est important. Question. Aujourd'hui, les populations... Il faut 3 heures. Les populations sont dans une condition environnementale qui n'est plus de nature à garantir la santé
Exécrable. Alors que dans les collectivités locales, vous rejetez le tort, notamment en disant qu'aujourd'hui, avec la difficulté de la mise en place de la décentralisation, c'est l'État, à travers le ministère de l'Intérieur, qui devrait s'atteler à faire en sorte que les opérateurs qui s'engagent dans le domaine de la collecte des ordures soient beaucoup plus performants et que les conditions qui sont autour de ce contrat puissent être respectées. Alors, vous évoquez plusieurs questions à la fois. Celle de la décentralisation, celle de la tutelle. Ce n'est qu'une énumération. Et en 2 minutes, Monsieur le comme vous ministre. l'avez dit, nous ne pouvons pas épuiser ce sujet qui est aussi important. Cette question met en avant plusieurs aspects. La santé publique. Parce qu'une ville qui croupit sur des ordures ménagères, les conséquences se font ressentir sur le plan de la santé. Également, un problème environnemental. Donc, il s'agit ici des questions importantes, cruciales, et aucun gouvernement ne peut demeurer bras croisés face à cela. Je ne viendrai pas sur les contrats qui ont été signés par X ou Y, sur le fait que les collectivités locales n'aient pas été mêlées ou non. Une chose est indéniable, c'est que la décentralisation est un mouvement irréversible. Et je suis parfois choqué d'entendre que celle-ci n'est pas appliquée. Alors, je me demande sur la base de quoi ces entités décentralisées existent. Plus il y a bien un bureau du conseil municipal, un bureau du conseil départemental. Ces bureaux ne sont pas mis là uniquement par la loi électorale, mais parce qu'il y a un texte organique. Et sur la base de quoi ces structures fonctionnent. Donc, l'absence d'un certain nombre de textes d'application ne signifie pas que la décentralisation n'existe pas ou qu'elle n'est pas vécue au quotidien. Mais le ministre de l'Intérieur, son rôle n'est pas de ramasser les poubelles. Ce n'est pas une attribution, ce n'est pas une mission du ministre de l'Intérieur. Mais il représente... Cette mission relève des collectivités locales. Il se trouve qu'un certain nombre de choses ont été faites par le passé, sans insulter l'intelligence de nos prédécesseurs ou de ceux qui, à un titre ou à un autre, ont eu à diriger des villes, et ainsi de suite. Il est temps que les choses se fassent dans les règles de l'art. C'est ce que les collectivités attendent, monsieur le ministre. C'est ce que les collectivités attendent, et c'est ce que le ministre de l'Intérieur, qui lui-même est un produit de ce département ministériel, s'emploie à faire et fera sous les instructions du Premier ministre et sous les instructions du chef de l'État. Donc, il n'y a pas une remise en cause de la décentralisation. Il va y avoir un transfert effectif des missions de l'État central vers ces entités décentralisées. Il se trouve qu'il y a à la fois un problème conjoncturel et un problème structurel en ce qui concerne la décharge de Ndoubé. Et vous l'avez dit, je ne sais pas si en 2 minutes on pourrait épuiser le dossier. Il y a aussi le fait que l'État est quand même redevable d'un certain nombre de choses aux prestataires. Il y a aussi le fait que les prestataires, Aveda pour ne pas le citer, vous voulez parler de la dette, a été victime après août 2016 d'un certain nombre de choses qui a vu que son parc en ce qui concerne les bennes à ordures a baissé, et également l'usure, donc ce parc automobile, de suite. Mais pour pouvoir remettre ça à neuf, pour pouvoir acquérir du matériel, il faut bien que cette entreprise se sente bien dans sa trésorerie. Mais le gouvernement ne baisse pas les bras. Il y a des plans d'urgence qui sont mis en place, qui permettent de rendre Libreville et les autres villes de l'intérieur un peu plus reluisants. Monsieur le ministre, nous allons s'arrêter aujourd'hui pour ce qui est de notre interview ce matin. Je sais que vous êtes encore là et que vous savez que vous avez l'occasion à n'importe quel moment de venir communiquer sur notre plateau. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on est désolé d'avoir pris trop de votre temps. C'est avec plaisir que je répondrai à votre invitation. Merci. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On se retrouve dans quelques minutes pour d'autres interviews. On ne bouge pas. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le DAF Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine.
Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. urbanfm.fm